enfin le deuxième panel inscrit à l'ordre du jour de cette 9e édition. Et nous allons finir, donc, pour respecter un petit peu toutes les problématiques suggérées et proposées par le comité d'organisation, où on va aborder ce qu'on peut appeler communément l'économie circulaire. Et pour cela et pour ceci, j'appelle Madame Hafsa Al-Khalifi, chef de la division des filières de la valorisation des déchets, direction des programmes et des réalisations au département de l'environnement, au ministère de l'énergie, des mines et de l'environnement. Merci Madame Al-Khalifi de nous faire le plaisir d'être avec nous. D'accord. J'appelle également Monsef Charaï, qui est le président de l'Association marocaine de recyclage et de valorisation des déchets plastiques et vice-président de la Fédération marocaine de plasturgie. Et également Simamoul Marakchi. Non, malheureusement, il a eu un empêchement. Il a dû partir plus tôt. Donc, c'est Hichem El-Haïd que nous remercions énormément parce que vraiment un acteur actif comme l'ensemble des membres. Donc nous allons dans ce sens et nous allons donc, si vous le permettez, commencer d'accord par Hichem El-Haïd, qui est le président de la Fédération marocaine de la plasturgie. D'accord. Aujourd'hui, la thématique étant la relance industrielle post-Covid, l'économie circulaire en plasturgie, pour quand et comment actionner ce levier? Quelle est la position de votre fédération à ce niveau-là, Monsieur le Président? Alors, je vais rappeler un petit... nous sommes le seul secteur qui paie une écotaxe. Donc déjà, croyez-moi, nous sommes déjà partie prenante de l'économie circulaire, ne serait-ce que d'un point de vue pécunier. Aujourd'hui, l'économie circulaire peine à voir le jour, peine à être amorcée pour plusieurs facteurs. Mais nous faisons partie de la COVAD avec laquelle nous ne partageons pas certaines problématiques pour le recyclage. Mais aujourd'hui, tous les moyens sont là, moyens matériels. L'amorçage peine à voir le jour. Je préférerais laisser Mme Hafsa et Charaï parler de ce problème-là et qu'ils connaissent mieux que moi en tous les cas. Mais l'avenir du plastique passe de facto par l'économie circulaire et par le recyclage du plastique. Là, il n'y a pas d'avenir du plastique sans développer ce vecteur de la plasturgie de notre secteur. Parce que vous êtes le seul secteur industriel qui vous a quitté d'écotaxe, si j'ai Exactement, bien... le seul. Le seul. Depuis janvier 2014, si j'ai bonne mémoire. Et comment ça se fait qu'on ne voit pas cet impact sur les activités? Il y a plusieurs raisons. Il y a déjà une raison des opérateurs qui font la collecte des ordures ménagères. Il y a déjà un réseau traditionnel qui est totalement informel. Il y a les collectivités locales qui sont aussi de la partie. Et puis, il y a les textes réglementaires qui arrivent petit à petit pour un petit peu encadrer et légiférer sur ce phénomène-là. Et comme je vous ai dit, ce secteur-là, c'est le développement du plastique. Et le quid, Président, sur un petit peu l'impact de ce retard sur la compétitivité des transformateurs, de leurs clients et sur les métiers mondiaux du Maroc? Aujourd'hui, on ne le sent pas. On le sent pas pour l'instant, mais de facto, pour l'export, ça va être un argument de taille, voire bloquant pour pouvoir exporter. Si vous n'introduisez pas dans votre processus de transformation un quota de produits régénérés, je pense que nous subirons de facto une taxe à l'export. C'est chez le pays qui importera. Ça, je pense que là, aujourd'hui, les textes sont clairs et je pense qu'ils rentrent en application en 2022. Il n'y a qu'à Mme Hafsa en Europe. 2022, normalement, ça rentre en vigueur en Europe. Et au Maroc? Au Maroc, c'est toujours pas d'actualité aujourd'hui. Les textes sont en train de se faire. Est-ce que ce n'est pas l'occasion de lancer également un petit peu, vu la main tendue de M. le ministre ce matin, d'accord, qu'il peut vous accompagner, qu'il peut... Je préfère donner la parole à Monsef, il connaît mieux mais moi, d'après ce que je sais, sachant que amorcer ce secteur, lancer des textes, alors que malheureusement nous n'allons pas voir
accès à un gisement, c'est peine perdue. Donc. Madame Hafsa, مرحبا بك معنا. Madame Hafsa Al-Khalifi, chef de la division des filières des affaires de valorisation des déchets à la direction des programmes. Comment vous réagissez justement concernant cette écotaxe que nous sommes dans un constat, c'est que les plasturgistes marocains s'acquittent de l'écotaxe depuis 5 ans, elle est écotaxe versée et à ce jour aucun impact sur la compétitivité. Alors, bonjour. Bienvenue. Bienvenue, madame. Merci pour l'invitation. Oui. Prime abord, je voudrais quand même exprimer le plaisir du département de l'environnement à participer à ce genre d'événement qui nous permet d'échanger et d'entendre la doléance, les propositions, recommandations des différents acteurs et qui nous permet effectivement de préparer des éléments pour la prise de décision pour nos décideurs. Alors, si on passe directement à l'écotaxe, il y a quand même un historique concernant la mise en place de cette écotaxe qui a été mise en place lors de l'exécution d'un programme de gestion des déchets. Et la matière plastique, comme vous le savez, est l'élément le plus dangereux pour la nature vu que sa dégradation dépasse les 400 années une fois rejetée au niveau de l'environnement. Donc, cette écotaxe a été mise, bien sûr, en concertation avec toutes les parties prenantes, y compris le secteur de la plasturgie, mais pour des objectifs bien spécifiques qui ont été clairement déclinés au niveau des lois des finances, notamment au niveau de la loi de finances de 2014, qui a spécifié que les projets éligibles et également les bénéficiaires. Alors, en 2014, les bénéficiaires étaient identifiés comme étant les établissements publics, les associations et les coopératives pour les projets de protection de l'environnement. Et par la suite, suite à la demande de la CGEM, à la fois le taux de cette écotaxe a été réduit de 1,5 à 1 ad valorem. Et il y avait un autre bénéficiaire qui sont les TPE, PME, pour tout ce qui est projet d'investissement pour le tri-valorisation des déchets. C'est-à-dire que le champ d'action, c'est-à-dire les bénéficiaires, les projets qui peuvent bénéficier de cette écotaxe sont bien définis et limités. Donc, il y avait beaucoup d'initiatives une fois que cette écotaxe a été instaurée dans la loi de finances. Il y avait premièrement la gouvernance. Il y avait mise en place d'un organisme de gestion, c'est le comité d'orientation stratégique, où le secteur est représenté avec les établissements publics et le social. Il y avait aussi la préparation de circulaires qui définit comment redéployer les revenus de ces écotaxes. Il y avait également un manuel qui a été préparé pour le redéploiement de ces revenus avec l'appui de la Banque mondiale. Donc, il y avait toute une procédure ficelée qui nous permet de déployer cet revenu pour les projets que je vais citer, tout ce qui est projet de tri, collecte sélective des déchets, tout ce qui est projet de mise en place de plateformes au niveau des décharges contrôlées, tout ce qui est étude de faisabilité, s'il y a demande, et tout ce qui est gestion de cette écotaxe, c'est-à-dire d'investissement, tout ce qui est projet TPE, PME pour l'investissement. Alors, si on veut savoir pourquoi on n'a pas avancé, on doit savoir pourquoi on a trébuché, au fait. On avait 2 propositions qui ont été faites au secteur de la plasturgie. Le premier, c'était le contrat performance qui a été préparé avec le ministère de l'Industrie et dans lequel le département de l'environnement s'est engagé à mobiliser 170 millions de dirhams annuellement pour appuyer tout ce qui est activité, collecte, conditionnement, valorisation des déchets plastiques. Mais malheureusement, à la dernière minute, le privé s'est rétracté et n'a pas voulu signer ce contrat de performance. À ce jour, j'ignore pourquoi. Par la suite... Ça, c'est une première interrogation, Madame Khalifi. Oui. Donc, il y a de l'argent et la fédération n'a pas réagi. C'est bien ça, Yak? Je ne sais pas leurs raisons. Ils ont peut-être leur raison. Oui. Alors, on a essayé une autre initiative. On a préparé un dossier d'appel d'offres. On s'est dit, OK, on va lancer un appel d'offres pour appuyer les TPE, PME pour exercer ces activités. On a organisé des dizaines de réunions avec le secteur de la plasturgie. Il y avait rejet total. Pourquoi? Eux, ils sollicitent quoi? Ils sollicitent qu'on paye la GAP
de compétitivité, ils peuvent expliquer mieux que moi, à partir du FNE. Malheureusement, le fonds dans lequel les revenus d'écotaxe sont versés ne peut pas appuyer que les projets d'investissement. Ça, on l'a expliqué, on a proposé plusieurs alternatives, mais à ce jour, on n'est pas vraiment arrivé à un consensus en ce qui concerne le secteur de la plasturgie. Nonobstant que pour d'autres activités, aujourd'hui, on a appuyé une quinzaine de plateformes de tri. C'est des centres de tri au niveau des décharges contrôlées existantes. L'efficacité, l'efficience, la rentabilité, je ne peux pas vous le dire aujourd'hui parce que sur le territoire, il y a d'autres contraintes. C'est vrai, la vision, comme on dit, les solutions d'aujourd'hui sont les problèmes de demain, c'est-à-dire on propose des solutions qui ne paraissent les meilleures pour le moment, mais par la suite, une fois sur les territoires, il y a d'autres contraintes. On aura des résultats pour avoir un gisement conséquent au niveau des décharges contrôlées, mais je crois qu'il nous faut un peu plus de temps que ce qui a été prévu. Donc, les activités financées à ce jour, c'est la mise en place des centres de tri au niveau des territoires. Quelques actions de sensibilisation sont très limitées et un projet qui est en cours où j'espère qu'il va réussir et qu'il sera un modèle, c'est la mise en place d'un écocentre au niveau de la commune de Mchour-el-Qsoua à Marrakech. Voilà. Très bien. Sicham, vous souhaitez réagir par rapport à ce que vient de dire Mme Hafsa Al-Khlifi, par rapport à ce processus, l'intérêt que vous avez ou pas de réagir? Je parle en mon nom, bien sûr. Je pense que la raison principale qui a fait que nous n'avons pas adhéré à la signature de c'est qu'effectivement, le ministère de l'Environnement ne parle pas de centre de tri plastique. Il parle de centre de tri. C'est bien ça, madame. Au niveau des décharges, oui, c'est le centre de tri des déchets ménagers parce que c'est des déchets mélangés. Alors, juste une question. Comment voudriez-vous que nous adhérions pour financer un centre de tri qui va collecter du déchet organique, du déchet plastique, du déchet métallique, du déchet, papier? Personnellement, comment voudriez-vous qu'on adhère à ça? Une écotaxe plastique doit aller à un centre de tri plastique, suivant notre conception. Et c'est bien ça le problème. C'est que vous essayez de noyer cette écotaxe dans une gestion globale du recyclage. Ce que nous ne pouvons pas partager. Exactement. C'est tout ce qu'on demande. Comment vous pouvez nous impacter d'une écotaxe et aller servir d'autres secteurs? C'est ça notre interrogation. C'est pour ça que nous n'avons pas adhéré. Mais demain, vous dites, messieurs, demain on va financer, on signe un contrat programme pour des centres de tri plastique. Je serai le premier à signer, quitte à me faire virer le lendemain. Alors, est-ce que je peux répondre? Bien sûr, madame. On est dans un échange cordial, convivial et rigoureux. Alors, la mise en place des centres de tri au niveau des décharges contrôlées ne faisait pas partie du contrat de performance. C'est un projet à part c'est des projets qui ont été identifiés dans le cadre du comité d'orientation stratégique. Mais nos engagements, qui étaient nos engagements dans ce contrat de performance, c'était spécifique aux déchets plastiques. C'est de recyclage pour les déchets plastiques. C'est le secteur de la plasturgie, normalement, qui est le signataire de ce contrat de performance. Donc, ça n'a rien à voir avec les centres de tri au niveau des décharges contrôlées. Et comment vous étiez aussi contre le financement des centres de tri au niveau des décharges contrôlées. Mais techniquement, est-ce que c'est possible qu'on met en place une plateforme de tri et dire qu'on va trier uniquement la logique, on va trier uniquement les déchets plastiques? C'est spécifique aux déchets plastiques. Est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est... Alors, je vous renvoie la question. Est-ce que c'est recevable que ce soit le seul secteur qui paye une écotaxe? Est-ce que le papier ne pollue pas? Est-ce que l'organique ne pollue pas? Est-ce que le métallique ne pollue pas? C'est ça notre... Je pense qu'il faut juste trouver peut-être un processus ou un consensus concernant les explications sémantiques et autres pour pouvoir être sûr, parce qu'il faut qu'on avance.
Bien sûr. Il faut qu'on avance, et si on reste un petit peu comme ça, eh ben, chacun trouve son compte, que ce soit l'institutionnel ou le privé. Le privé s'investit, s'implique énormément, et vous avez le cadre réglementaire et institutionnel. Je pense qu'aujourd'hui, en plus, aujourd'hui, ce que vous défendez, Madame Khlifi, vous êtes aussi département de l'industrie aussi. Donc, ce processus est important d'économie circulaire, d'écotaxe, pour que les choses soient véritablement... Si ce secteur paye cette écotaxe, et je comprends, moi je ne défends pas, je suis très très neutre aujourd'hui, pourquoi ils seront les seuls à payer cette écotaxe? D'accord. Alors, pour répondre à cette question, oui, pourquoi ils étaient les premiers à payer l'écotaxe. Oui. Mais le département de l'environnement a travaillé sur d'autres écotaxes avec, oui. avec le secteur privé, oui. notamment les cimentiers, notamment les valorisateurs. Est-ce qu'ils payent? Non, bien, ils se sont engagés à payer cette écotaxe, mais le ministère des Finances, vu la stratégie de taxation ou leur disposition, ils ont refusé. Ils ont refusé la mise en place de nouvelles taxes. D'accord. C'est pour ça qu'on n'a pas d'autres écotaxes sur d'autres matières. Monsieur Monsef Chagri brûle d'impatience, il veut réagir. Donc je rappelle que Monsieur Monsef Chagri est président de l'Association marocaine de recyclage et de valorisation de déchets plastiques et vice-président de la Fédération marocaine. Oui. Nous avons également en ligne avec nous, de Lyon, notre ami, d'accord, Charles Thierry, à qui nous donnerons la parole tout à l'heure. Merci. Oui. C'est Monsef Chagri. Bonjour tout le monde. Je vais reprendre des paroles que vient de dire Madame Hafsa, que le plastique est dangereux. Ça, c'est des erreurs que nous ne pouvons accepter. Le plastique, c'est une matière fantastique. Notre incompétence à ramasser les produits plastiques en fin de vie les rend dangereux. Donc, il faut qu'on sache exactement où est le problème. Le problème, ce n'est pas la matière. Il y a 10 minutes, on était dehors. Nous avons fait ensemble un test anti-Covid rapide, en 10 minutes, qui s'est fait dans un contenant plastique. On ne peut jamais dire que le plastique est dangereux. Le plastique, c'est une matière recyclable. C'est une matière qui apporte énormément de nouveautés technologiques. Donc, c'est une matière qu'il faut savoir gérer la fin de vie de cette matière. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes défaillants dans la gestion des déchets, en particulier le ménager. Tout ce qui est déchets industriels au jour d'aujourd'hui, la majorité des plasturgistes sont recycleurs. Toutes les usines de transformation des matières plastiques ont à l'intérieur de leur usine des équipements pour recycler les déchets industriels. Donc, ça ne se faisait pas il y a 20 ans ou 30 ans, mais au jour d'aujourd'hui, sachant que la matière a une valeur importante, tout le monde recycle ces déchets industriels. La problématique se pose le plus au niveau des déchets ménagers, qu'il faudrait mettre en place des systèmes comme ce que nous avons discuté auparavant, commencer par un système de biflux, un système de collecte, un tri qui va permettre de ramasser tous les produits en fin de vie pour être orientés vers des centres et recyclés et avoir par conséquent une qualité de matière recyclée qui est intéressante. Alors, pour la question de l'écotaxe, c'est clair que sur ce dossier, nous avons beaucoup travaillé en partenariat avec la CGEM au niveau des différents comités pour trouver le meilleur moyen d'utiliser ces fonds. Et vous avez toujours été là pour nous entendre, pour essayer de nous appuyer, et nous vous en remercions. Quand on parle de recyclage plastique au Maroc, on va parler de 80-90% d'informels. Donc au jour d'aujourd'hui, il n'y a qu'une vingtaine de sociétés qui résistent, qui sont d'une souche très résistante et qui travaillent dans ce secteur. Ces sociétés-là ont besoin d'appui,
ont besoin d'avoir une injection de vitamines pour qu'ils deviennent compétitifs par rapport au secteur informel. Les études qui ont été faites ont démontré qu'il y a un gap de compétitivité de 30%. Au jour d'aujourd'hui, si l'esprit de l'écotaxe est de créer une économie circulaire, de stimuler l'émergence de recyclage, je ne trouve pas meilleur moyen que d'aider ce secteur formel de recyclage. Nous au jour d'aujourd'hui, nous sommes intéressés par la création d'un groupement d'intérêt économique où les recycleurs pourront avoir des centres de collecte et de tri à leur disposition et travailler ensemble pour essayer de minimiser le secteur informel et travailler pour le formaliser. Au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas les chiffonniers qui profitent de ce secteur, c'est beaucoup plus les intermédiaires. Donc nous, en essayant d'organiser la collecte, nous travaillerons à mieux formaliser le travail des chiffonniers et les intégrer dans le monde formel. Donc par rapport au contrat de performance qu'on n'a pas signé, c'est un contrat de performance qui devait traduire les résultats d'une étude. L'étude, à l'époque, qui a été faite par le cabinet Ucotra, a bien démontré qu'il y avait un gap de compétitivité. Si le contrat de performance nous est remis sans avoir répondu à cette problématique, comment au jour d'aujourd'hui nous pouvons pousser des gens à investir dans ce secteur pour faire faillite ensuite? Nous avons un problème. Nous avons des propositions pour le résoudre, et c'est là où on a besoin disons, de travailler ensemble pour trouver les bonnes solutions. Aujourd'hui, on est dans une phase avancée pour la mise en place d'un écosystème vert à travers la COVAD. La COVAD, c'est une coalition sous forme d'association où les ministères sont présents, le secteur privé à travers les associations ou fédérations de recyclage de déchets et aussi les ONG. Au niveau de cette COVAD, dernièrement, on a ressenti des changements qui nous ont pas plu et sur lesquels on en a parlé. Et c'est clair que nous espérons que cette plateforme pourra être un modèle et servir à faire émerger des industries et des filières de recyclage. Et je pense que nous allons essayer de travailler avec eux pour essayer d'éliminer les distorsions qu'on a remarquées. Ils sont importantes, les distorsions entre vous et la COVAD? Ils sont importants parce qu'on ne peut pas être jugé parti quand on a un management de la COVAD qui est lancé dans les affaires et que ce management, normalement, devrait gérer les affaires courantes et faire appel aux différents présidents d'associations pour gérer les déchets les concernant. C'est un très grand problème. On ne peut pas être en train de gérer les affaires courantes et en même temps être filtre et orienter les informations vers des parties qu'on va choisir. Aujourd'hui, il y a des réunions qui se tiennent au niveau de Maroc PME, au niveau du ministère de l'Industrie, concernant des subventions à notre secteur où nous ne sommes pas présents. Je ne sais pas pourquoi la COVAD assiste à ces réunions, sachant qu'elle ne nous représente pas. Nous sommes les principales concernés. Les plasturgistes ont payé une écotaxe. Les plasturgistes attendent en retour d'avoir une matière recyclée à un prix compétitif, parce qu'on ne peut pas parler
de recyclage si on n'est pas compétitif. Au jour d'aujourd'hui, on vient de parler de la Turquie. La Turquie, c'est un exemple. Au jour d'aujourd'hui, sur des matières comme le polyéthylène, en général, le prix du recyclé en Turquie se situe aux environs de 50 à 60% du prix de la matière vierge. Si au jour d'aujourd'hui, notre volonté, c'est de substituer les importations en faveur de l'émergence d'une industrie locale, ben, imaginez-vous que sur un gisement de 1 million de tonnes de déchets plastiques au Maroc annuellement, chaque 100 000 tonnes nous permettrait d'économiser 1 milliard de dirhams de devises. Donc ça, c'est de l'argent. Ça, c'est des chantiers sur lesquels nous devons travailler. Donc, c'est tout ce que j'ai à dire. Avez-vous peut-être, je ne sais pas, je mets le pied sur la COVAD un petit peu. Est-ce que vous avez une réflexion? Bon, sur la COVAD, j'ai pas de... Non. C'est-à-dire, s'il y a des frictions avec la fédération, on pourrait les résoudre au sein de l'Assemblée, il n'y a pas de problème. Je suis d'accord avec M. Chari concernant l'importance de la matière plastique, parce que s'il y a une évidence qui a été démontrée par la pandémie, c'est que le matériau de plastique, il est indispensable, aussi bien pour le secteur industriel que pour nos quotidiens. Parce que j'ai beaucoup aimé Plastique Fantastique. Exactement, il est indispensable. Ce qui est important à signaler quand même, qu'aujourd'hui, les déchets plastiques constituent une préoccupation aussi bien à l'échelle nationale qu'à l'échelle internationale. Aujourd'hui, même l'Organisation mondiale du commerce, il a lancé aujourd'hui des négociations informelles pour améliorer le commerce du plastique, dans l'objectif justement pour avoir un commerce de plastique durable et lutter contre la pollution causée par les déchets plastiques. Donc on ne peut pas ignorer et dire le plastique magnifique, mais il y a aussi un grand problème pour l'environnement, pour l'industrie, pour le changement climatique, sachant qu'il provient des hydrocarbures. C'est ça, donc c'est un défi. Franchement, c'est un défi. Ça revient à dire qu'il faut vraiment essayer d'intégrer tout ce qui est action et mesures relatives à l'économie circulaire. Qui dit économie circulaire dit pour nous, en premier lieu, c'est l'éco-conception. Donc, l'éco-conception, la première étape qui est manquante par rapport aux recycleurs, c'est le contact avec les producteurs. Il n'y a pas malheureusement, les entreprises de recyclage, elles héritent de ce gisement à la sortie de la chaîne, en fin de chaîne. Ils n'ont pas d'avis ni sur la nature, ni sur le gisement. Donc, le premier point qu'il faut mettre en place pour pouvoir mettre le premier pas dans l'économie circulaire, c'est lier les liens, mettre en contact les producteurs et les recycleurs. Voilà. Merci pour cette précision. On va aller à Lyon et revenir vers vous, ça vous ne dérange pas. Monsieur Charles Thierry, bonjour. Union des transformateurs de polymères France. Nous vous remercions de vous associer à notre événement, qui est la 9e édition de tout ce qui est Forum Expo International de Plasturgie. Et nous souhaitons, dans un premier temps, Monsieur Charles Thierry, avoir un petit peu votre feedback concernant ce processus économie circulaire et plasturgie française. Qu'en est-il aujourd'hui et quel genre de compétitivité a apporté ce concept aux membres de Polyvia? S'il vous plaît, ça sera la première question. Alors, tout d'abord, merci pour cette invitation. Alors, effectivement, je suivais vos débats. On est tous d'accord que l'économie circulaire est l'avenir de la plasturgie. Je citerai en exergue un poète, Paul Valéry, français, qui écrivait dans les années 30 « Le temps du monde fini commence ». Donc, la grosse problématique, c'est effectivement la crise que nous venons de traverser et sur laquelle vous êtes revenu à l'occasion du panel précédent sur la crise matière. Et la crise matière a révélé une chose, c'est que de ce point de vue-là, la matière vierge ne sera plus en capacité d'assurer l'approvisionnement de notre industrie. Et de ce point de vue-là, effectivement, il faut qu'on rentre dans un nouveau monde
qui est le monde du recyclage. Et c'est bien toute la problématique qui concerne tout le secteur de la plasturgie. Alors, en France, vous le savez, tout commence par des lois avant de finir par des dogmes. Alors, les premières lois, elles datent à peu près des années 2000, 2010, 2015, où vous aviez un programme de ce qu'on appelait une lutte contre l'obsolescence programmée des produits, qui a fini en dogme, à savoir essayer de trouver une ressource qui aille du berceau au berceau, c'est-à-dire faire de la durabilité des produits plastiques une des principales qualités. Et puis le deuxième volet, c'est la loi AGEC qui a été votée récemment, donc en février 2020, qui est une lutte anti-gaspillage et vers l'économie circulaire. Et de ce point de vue-là, eh bien, le dogme, c'est plutôt de faire des déchets une richesse, waste to wealth. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, le législateur, qu'il soit européen ou français, essaye de sécuriser l'approvisionnement de son industrie, non pas en espérant, comme ça peut être le cas dans certains pays, notamment aux États-Unis avec le gaz de schiste, de travailler sur des hydrocarbures, nouveaux hydrocarbures, ou alors de travailler également avec des pétrochimistes qui pourraient réinvestir davantage en Europe. Mais on est bien effectivement dans un processus qui amène le législateur à favoriser l'exploitation des déchets pour justement avoir des ressources suffisantes pour alimenter en matériaux recyclés toute la chaîne d'approvisionnement de l'industrie et de la filière plastique. Alors, c'est vrai que c'est très beau sur le papier, mais il y a une double difficulté, il y a un double écueil. Un, c'est effectivement le temps politique qui n'est pas le temps industriel, parce qu'évidemment, si on commence à multiplier les propositions ou les textes de loi, et qu'en plus certains donneurs d'ordre, pour avoir une politique un peu vertueuse, surenchérissent sur le calendrier de ces textes, à un moment donné, le transformateur ne pourra plus suivre parce qu'il n'aura pas le temps pour le faire, il n'aura pas forcément les moyens pour le faire, et surtout, toute la filière ne se sera pas organisée. Vous parliez effectivement des filières REP. Eh bien, ces filières REP, filières de collecte et de tri, elles se mettent en place, mais il faut du temps pour que ça fonctionne. Le tri, c'est effectivement de plus en plus difficile du fait qu'on a poussé nos industriels vers de la qualité. Et effectivement, il faudrait retrouver un peu de simplicité dans le choix des matériaux et pas multiplier les couches ou rajouter des additifs ou métalliser un certain nombre de produits. Donc, de ce point de vue-là, effectivement, tout ça doit s'organiser. Et si on surenchérit à chaque fois, comme c'est souvent le cas en Europe et particulièrement en France, eh bien là, il va y avoir un gros décalage entre les attentes légitimes du consommateur ou du politique et une réalité industrielle qui, à un moment donné, aura du mal à mettre tout ça en forme. Et le troisième volet, en parlant de compétitivité, eh bien, on est bien d'accord, c'est un enjeu de compétitivité et ceux qui manqueront le train ne se relèveront pas du fait que, bien, vous l'avez tous compris, vous avez des donneurs d'ordre qui aujourd'hui signent tout un tas de pactes et d'engagements vis-à-vis des consommateurs pour réduire le plastique ou alors rentrer dans un produit qui pourrait être réutilisé, c'est ce qu'on appelle la fonctionnalité, la seconde vie des produits plastiques. Donc ça, c'est vraiment des choses sur lesquelles les industriels doivent travailler. Et puis, évidemment, il y a un volet réduction et un volet recyclage. Donc, c'est ce qu'on appelle en France, vous en avez parlé également tout à l'heure, les 3 R. Donc, réduire, réemployer et recycler. Et donc ça, c'est une demande très très forte des metteurs sur le marché, des donneurs d'ordre. À partir de ce moment-là, il faut bien que dans les conditions générales d'achat ou les conditions générales de vente, ce soit des choses qui se négocient en tenant compte, encore une fois, de la chaîne de production, de l'amont à l'aval, parce que si on oublie un des maillons de la chaîne, ce beau projet d'économie circulaire ne pourra pas fonctionner. Et il faut aider, il faut vraiment accompagner d'une façon ou d'une autre, et notamment les pouvoirs publics, les transformateurs, puisque, on le dit souvent, une filière est d'autant plus forte qu'elle aide la partie la plus faible.
Et la partie la plus faible, souvent, ce sont des TPE, des PME, des sous-traitants, nos adhérents, vos adhérents, et qui veulent bien relever ce défi, mais qui attendent à la fois des metteurs sur le marché et des fournisseurs de matières et des pouvoirs publics un accompagnement. Merci pour cette précision, M. Charles-Thierry. Vous avez parlé de temps politique, de temps industriel. Vous avez parlé également de l'approche des 3 R. Comment la plasturgie française prépare ce qu'on peut appeler communément maintenant le post-Covid? Comment elle se prépare à cette relance? Vous en avez sans doute entendu parler. Il y a un gros projet qui a été négocié au niveau européen, qui a débouché en France sur ce qu'on a appelé le plan de relance, avec 100 milliards qui a été mis sur la table pour accompagner effectivement l'ensemble de la production, on va dire, pour se relever de la crise que nous venons de traverser, avec un chapitre spécifique à l'économie circulaire. Donc, vous voyez bien qu'on est dans une approche résiliente. On reviendra pas sur le monde d'avant. On est bien sur une approche où les pouvoirs publics veulent accompagner la transformation à la fois vers l'économie circulaire et la transformation numérique. Effectivement, j'ai apprécié également l'intervention du panel précédent qui évoquait bien que cette transformation passe aussi par une transformation numérique, des machines qui soient connectées pour prédire des pannes et pour surtout eh bien, qu'on ait la même qualité de produits matériaux recyclés que de matériaux vierges. Si on n'a pas la même qualité, c'est toute la plasturgie qui va en subir les conséquences. Donc, de ce point de vue-là, effectivement, c'est très important. Donc, nous, on accompagne nos adhérents avec de ce qu'on appelle plusieurs projets. Donc, il y en a un qui fonctionne pas mal, qui est le label MORE. Donc, on labellise un certain nombre d'adhérents qui sont rentrés dans une démarche d'intégration de produits plastiques recyclés dans leurs produits. Donc là, c'est important parce qu'il faut non seulement qu'ils rentrent dans cette démarche, mais également il faut qu'ils puissent la prouver, d'où l'intérêt d'un label de certification, justement pour éviter des importations de produits exotiques, je dirais, qui ne pourraient pas justement démontrer qu'ils ont intégré du taux de recyclé. Donc ça va être un enjeu très fort dans les années qui viennent. On parlait effectivement de sauvegarde de souveraineté. Et bien de ce point de vue-là, effectivement, ça passe par des normes, ça passe par de la certification. Et ça, c'est vraiment des choses aujourd'hui sur lesquelles nous accompagnons nos adhérents. Et puis, il y a le volet effectivement pédagogique parce que effectivement, quand on suit les débats, on voit bien qu'il y a un déficit de pédagogie sur la qualité de nos produits, sur tout ce qui fait, notamment si on se place sur le bilan carbone, tout ce qui fait l'intérêt justement de la plasturgie, c'est que évidemment, par rapport à l'acier, par rapport à une automobile, si on prend une automobile en plastique ou un avion en composite, il est évident que son bilan carbone serait bien meilleur que si on le faisait en acier. Pour autant, il faut aller jusqu'au bout de la démarche et se rendre compte que quand on fait une analyse du cycle de vie, eh bien, il y a peut-être des produits qui semblent sur le papier très, très bons, mais qui n'ont pas en bilan carbone la même qualité de nos produits. Donc ça, c'est très important également de faire cette pédagogie-là. Eh bien ça, sachez que c'est des démarches également qu'on mène avec notre centre technique IPC pour avoir véritablement un cahier des charges très solide pour expliquer et justifier que oui, nos produits, même si on fait l'analyse du cycle de vie, sont beaucoup plus performants que d'autres produits, soi-disant plus vertueux ou plus verts, mais sans qu'on fasse la même démarche de qualité. Et puis, je dirais que j'ai apprécié également le discours que vous aviez eu sur la régionalisation. Vous savez que la France est un pays qui est très proche de ses communes, de ses départements, de ses régions. Eh bien, la plasturgie française, elle est très morcelée. Alors, on pourrait considérer que c'est une tare. Eh bien, nous, on en fait un avantage parce qu'effectivement, si on parle de bilan carbone, si on parle de circuit court, il vaut mieux être à proximité que de faire un produit pour l'envoyer, comme vous le disiez, à l'autre bout du monde. Ou alors, effectivement, de faire des choses en bambou qui détruisent une forêt au Brésil. Donc, voilà, c'est vraiment cette pédagogie-là sur laquelle nous travaillons au sein de Polydia, qui, j'ai oublié de le rappeler, est l'Union des transformateurs de polymères français,
qui a fusionné au 1er janvier 2021, et c'était anciennement la Fédération de la plasturgie que vous connaissiez sans doute. Thierry, depuis le début, parce que vous avez repris quelques interventions déjà du premier panel, nous souhaitons un petit peu bénéficier ou profiter, entre guillemets, de l'expérience française pour voir un petit peu comment nos amis français ont travaillé sur la question de l'écotaxe. Est-ce que vous pouvez nous donner ample information? C'est une question qui est revenue, je me permets de vous la poser, d'accord? Est-ce que vous avez des enseignements à ce niveau pour que nous puissions également nous inspirer ou, sur la base d'une best practice, encore faire mieux? Monsieur Charles Thierry. À donner à personne, hein, parce que vous savez qu'on a nos propres difficultés et on serait bien en peine de donner des leçons, et tout l'intérêt de ces débats et de la charmante invitation, c'est justement de faire un peu de bench entre nos deux pays. Alors, on le traite un peu différemment de ce point de vue-là, parce que effectivement, c'est plus sur le plan du bonus-malus que le législateur travaille au sein de notre industrie, à savoir, ils sont en train de réfléchir à un outil qui amènerait à taxer un certain nombre de produits qui, justement, ne sont pas rentrés dans une démarche vertueuse, soit de réemploi, soit de recyclage, soit même de réduction. Et ça pourrait aller jusqu'à 20% du prix du produit. Alors, vous imaginez bien que si on majeure de 20% un produit plastique, il est évident que les donneurs sur le marché vont demander des comptes à leurs fournisseurs, justement pour essayer de rentrer dans une démarche pour réduire ou réemployer, voire même intégrer un taux de recyclé dans les produits qui étaient à l'origine des produits avec de la matière vierge. Donc, le législateur n'est pas passé par une taxe proprement dite, mais est en train de légiférer justement pour, par le biais de ce système de bonus-malus, eh bien effectivement maluser un certain nombre de produits qui ne rentreraient pas dans une démarche d'économie circulaire. Et bien évidemment, de ce point de vue-là, c'est un moteur très très puissant pour les donneurs d'ordre et indirectement pour toute la filière qui doit rentrer dans ce même processus. Monsieur Charles Thierry de Lyon, je retiendrai cette belle phrase ou cette belle citation de Paul Valéry, que le temps du monde fini commence. Il commence également par un tour de table, et avec votre permission, donc, je donnerai la parole à Simon Chefchaoui, par la suite à Mme Hafsa Al-Khalifi, et pour finir, un petit peu éclore, le mot de la fin à notre président. S'il vous plaît. Oui, alors, nous subissons au jour d'aujourd'hui une écotaxe. Malheureusement, les résultats escomptés de cette écotaxe ne sont pas là. Nous sommes en train de réfléchir avec notre ministère sur la mise en place de la REP, la responsabilité élargie des producteurs. Parce que quand on réfléchit, un plasturgiste qui transforme un produit qui va servir d'emballage, et au jour d'aujourd'hui, ce plasturgiste, il paye une écotaxe sur chaque kilo de matière importée. Mais ce n'est pas lui qui va mettre sur le marché un produit qui va devenir un déchet. Donc, logiquement, c'est les sociétés qui vendent le produit fini, qui va finir dans la poubelle, c'est à eux d'assumer et de subventionner la collecte. Donc, moi, je pense qu'on devrait partir sur une voie d'élimination de l'écotaxe en faveur de la REP qui serait supportée par les producteurs réels de ces déchets plastiques. C'est la logique. Au jour d'aujourd'hui, je trouve que cette écotaxe, elle n'est pas équitable. Donc, aujourd'hui, en Europe, ils travaillent déjà avec la REP qui est gérée par le privé. Donc, le privé s'engage à travers des centres de tri à faire émerger la circularité, créer une économie circulaire. Donc, nous demandons à ce que nous ayons les mêmes possibilités et les mêmes opportunités
que nos voisins européens. Donc aujourd'hui, on a un gisement, on aimerait bien avoir ces opportunités, nous aussi, pouvoir gérer nos produits plastiques en fin de vie. Travailler ensemble avec nos ministères pour arriver à ce but-là, pour essayer d'intégrer toute la partie informelle dans le secteur formel. Donc aujourd'hui, nous sommes présents, nous avons un savoir-faire au niveau du recyclage. Nos plasturgistes sont demandeurs d'une matière recyclée de bonne qualité. Les pratiques qui se font aujourd'hui dans le recyclage informel ne nous permettent pas d'avoir une matière recyclée de qualité, parce qu'en général, il procède à un broyage de matières qui ne sont pas vraiment compatibles et qui vont servir à alimenter une industrie de plasturgie informelle. Tout ça, c'est des problèmes qu'on pourrait s'éviter en organisant ce secteur. Donc je pense que nous avons d'énormes opportunités et à travers notre fédération, notre association de recyclage, nous sommes là pour apporter tout le soutien technique et organisationnel pour mettre en œuvre cette filière de recyclage et valorisation des produits plastiques en fin de vie. Parce que moi, j'aime pas entendre le terme déchet plastique, parce qu'il n'y a pas, c'est pas un déchet, c'est une ressource, c'est un gisement. Donc, on est là pour travailler ensemble, pour créer cette valeur ajoutée et nous éviter l'importation de matières premières à travers l'achat en devises, de permettre à nos industriels une compétitivité à l'international. Aujourd'hui, on a parlé de secteur agricole et de tubes d'irrigation et aussi de projets qui ont été lancés dans le cadre de la banque de projets. 99% des tubes importés d'Espagne sont fabriqués à base de recyclés. Aujourd'hui, si ces unités-là s'installent au Maroc, pour être compétitives, ils auront besoin d'un recyclé de qualité. Nous ne pourrons pas leur offrir un recyclé qui est aujourd'hui traité en partie par l'informel et qui constitue un mélange de matières qui ne peut donner un résultat à ces sociétés-là. Donc si on est dans une démarche d'industrialisation, d'augmenter nos capacités industrielles, ben on a un gisement de 1 million de tonnes qui est là. Il faudrait qu'on travaille pour le valoriser. Donc, vous appelez un nouveau mode de gouvernance. Exactement. L'ancien mode ne fonctionne pas. Aujourd'hui, on devrait s'inspirer de nos voisins et trouver le mode qui nous convient le plus. Chaque pays a ses spécificités. Le Maroc, on connaît bien comment on peut y arriver. On devrait collaborer avec les ministères pour trouver le produit Maroc qui va nous permettre de récupérer ces ressources. Merci. Madame Hafsa Khlifi, à vous la parole. En fait, aujourd'hui, je suis sur les mêmes longueurs d'onde que M. Charaï, pardon. Donc, effectivement, on est en train de réfléchir sur la préparation d'un modèle de REP spécifique au secteur pour la filière de recyclage des déchets plastiques. Et le secteur il est invité demain à une réunion de lancement de cette activité qui va faire adhérer toutes les parties prenantes, aussi bien producteurs que consommateurs, que valorisateurs, recycleurs. Donc, grâce à un appui de l'Union européenne, donc on va pour la première fois à l'échelle du Maroc préparer un modèle de REP spécifique en particulier aux PET, aux bouteilles PET. Donc, ça devrait prendre combien de temps ? C'est limité dans le temps. Je crois pas plus de 3 ou 4 mois. Je ne me souviens pas de la durée, mais ça ne va pas consommer beaucoup de temps. Mais ça n'empêche que l'objectif
L'objectif, au fait, c'est d'essayer de développer des engagements volontaires. Parce que malheureusement, je vais le dire, le partenaire de la France a parlé de la réglementation. Malheureusement, la réglementation, je suis du département public, mais je le dis clairement, c'est qu'il y a une grande lenteur dans l'adoption des textes réglementaires. Il y a beaucoup de principes qui conditionnent l'intégration des concepts d'économie circulaire qui sont venus dans la loi cadre 99-12 portant Charte nationale de l'environnement et du développement durable, notamment la collecte sélective, la REP, la valorisation. Mais pour la décliner au niveau de la loi 2800, ça fait plus d'une année qu'on est en train de discuter, finaliser, revoir. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'arrive pas à avoir un projet concerté, validé, aussi bien par le département de l'environnement que par le ministère de l'Intérieur. Et ça risque de prendre encore du temps. Avec toutes les échéances que nous avons. On espère que le nouveau gouvernement va commencer par l'adoption de cette loi parce que en matière d'économie circulaire, on est très très en retard par rapport aux autres pays. La France, oui, c'est ce que vient de me dire. Bien sûr, la France, elle travaille déjà sur la taxation de la réparabilité, la réutilisation. Ça fait longtemps qu'ils ont fixé la REP et maintenant ils sont passés à un niveau plus haut. Nous, on n'a même pas à ce jour ni loi sur l'économie circulaire, ni stratégie. Donc, on essaye, sur la base de la loi 99-12, déjà d'intégrer ce principe et ces exigences au niveau de la loi 2800. Une fois cette loi sera approuvée, ça serait très facile, au fait, parce qu'on a notre approche au niveau national pour développer tout ce qui est REP, identification des produits qui devraient être assujettis à la REP, les cahiers de charges, le cahier de charges des éco-organismes. Et ça sera fait dans un cadre de concertation et de coordination avec le secteur privé. Chaque secteur va identifier le système de REP qu'il veut appliquer à ses déchets. Donc, il n'y aura aucun souci. Mais j'ai une recommandation quand même à faire au secteur de la plasturgie. Oui. Il ne faut pas taper plus de 3 fois sur une porte qui ne s'ouvre pas. Une fois que ça ne marche pas, il y a des issues de secours. Ouais. Il y a d'autres. Et quelle est cette porte où on a tapé 3 fois? S'il ne s'ouvre pas, il faut chercher d'autres. Il faut changer d'autres portes. Il faut chercher. Il y a sûrement d'autres issues, d'autres solutions, parce que le statu quo est la pire des choses pour le secteur de la plasturgie. Merci. Merci beaucoup, Madame El Khalifi, pour votre contribution. Merci. Le mot de la fin, c'est le hello. Oui, je vous en prie. Pour que les internautes puissent vous aider. Nous sommes bientôt à 4 heures de direct. Ah d'accord, ok. Écoutez, madame, c'est avec beaucoup d'intérêt qu'on vous écoute, parce que, comme ce qu'ils ont dit, mes confrères, le secteur du recyclage, pour nous, est très important dans le secteur de la plasturgie. Et l'avenir du secteur passe par le recyclage. Moi, je vais juste vous faire une petite remarque, parce qu'il y a une réalité maroco-marocaine. Et comme ce qu'il a dit... c'est Monsef tout à l'heure, il a dit que chaque pays a ses propres spécificités. Nous connaissons les spécificités marocaines et nous savons très très bien comment ça se passe, où est-ce que le problème existe en fait. Le problème existe au niveau du ramassage, d'accord, et du tri. C'est ça le problème de base. Parce que nous, en tant que plasturgistes, déchets à recycler. D'ailleurs, il n'y a aucune usine de plastique qui pollue. Le produit... On peut parler de produits qui se retrouvent dans la nature, malheureusement, qui polluent, mais il n'y a aucune usine de plastique qui pollue. L'usine de plastique, c'est déchets, c'est de la matière première. Donc, le polymère, il l'a dit, le polymère plastique, c'est l'une des matières les mieux retransformées de toutes les matières qui existent. Un plastique, on peut le transformer 10, 15, 20 fois. On peut le recycler. Je ne pense pas qu'il y a beaucoup de matières qu'on peut recycler autant de fois. Le problème, effectivement, se situe... On est tous des consommateurs et des citoyens, se situe au niveau du ramassage. Très bien. Je vais vous poser une question très simple. Est-ce que vous trouvez des bassines en plastique dans la nature? Non. Très bien. Non. Est-ce que vous trouvez des caisses en plastique dans la nature? Pas dernièrement. Non, des caisses en plastique, on ne les voit pas. On ne voit pas des caisses en plastique.
Pourquoi? Parce que ce sont des pièces qui ont un poids. D'accord? Moi, je ramasse. Moi, je suis le ramasse. Moi, je fais du collecte. Je vais aller passer la journée à collecter le plastique. Au Maroc, le plastique, il a une valeur. Je vais le ramasser, je vais le revendre. Je vais toucher de l'argent. En Europe, ils l'ont gratuitement, les centres de tri. Ils ont gratuitement le déchet plastique pour le recycler, qu'ils revendent. Donc, nous, on a toujours plaidé pour une solution maroco-marocaine. Oui. Par exemple, je vais aller ramasser les sacs en plastique, la nature. Je ne vais pas dépasser 5 kilos. Avec toute la bonne volonté du monde. Si je vends les 5 kilos à 3-4 dirhams, ça me fait 20 dirhams. Est-ce que je vais travailler pour 20 dirhams? Non, je ne vais pas travailler pour 20 dirhams. Ce qui est normal, ce qui est tout à fait normal. Par contre, si j'ai une subvention en vendant le produit, au lieu de le vendre à 2 dirhams, je vais le vendre à 5 dirhams, voire 6 dirhams, que nous acceptons de récupérer de chez lui, avec une subvention donnée par l'écotaxe. Si cet argent-là, il est là, qu'il serve au moins à donner un peu plus aux gens qui ramassent pour leur permettre de ramasser. Et puis tout le monde trouvera son compte. Pourquoi ne pas le faire? C'est fait. Si. Je ne sais pas si vous suivez très bien l'écosystème vert. Il est prévu de travailler. Malheureusement, vous n'avez pas... C'est en cours. Le ministère s'est engagé entièrement de cet écosystème vert justement parce qu'il voulait vraiment réussir tout ce qui est économie circulaire, notamment la valorisation des déchets. Donc, au niveau de cet écosystème vert, il y a 3 composantes sur lesquelles le département de l'environnement s'est engagé à financer via l'écotaxe. Il y a le premier maillon qui est handicapant par rapport au recyclage, c'est ce qu'ils ont appelé un programme d'agrégation. C'est un programme qui consiste à regrouper les collecteurs, les chiffonniers, un privé qui sera recruté suite à un AMI qui sera lancé par le ministère de l'Environnement et une prime d'inclusion de ces chiffonniers sera attribuée à ces chiffonniers pour qu'ils ramènent ce gisement à ce collecteur privé et par la suite le collecteur privé va céder au recycleur. Donc, le maximum sera investi justement sur ce maillon qui concerne l'agrégation dans l'objectif de collecter et mettre à disposition le gisement des déchets plastiques. C'est pour ça que je demande à M. d'adhérer à l'étude parce que je crois qu'il y a des petits conflits, mais il est très intéressant. Je crois que c'est une volonté royale que l'économie verte soit transitée vers le ministère de l'Industrie et du Commerce. Nous, on les appuie, on adhère entièrement et on est prédisposé à appuyer ce maillon très faible parce que notre objectif, c'est de réussir cette transition vers économie circulaire et une économie verte qui constitue une composante de la stratégie nationale de développement durable. Rien que pour reprendre Madame Hafsa, et on en a discuté ce matin, vous m'avez dit que vous étiez étonné de ne pas nous voir lors de ces réunions. Nous aussi, nous sommes étonnés de ne pas être conviés à ces réunions. Je ne sais pas pourquoi une entité, une coalition qui s'appelle COVAD va commencer à discuter au nom de notre fédération et notre association. Ça, c'est quelque chose que nous ne pouvons pas accepter. Et si cet écosystème continue de cette manière, c'est clair que les résultats ne pourront nous convenir. Nous sommes pour faire évoluer les chiffonniers, nous sommes tout à fait d'accord, mais nous avons aussi nos contraintes. Nous sommes dans une industrie de recyclage qui est ouverte. Nous sommes dans l'ère de la mondialisation. Nous avons des objectifs de prix de revient qui sont exigés pour pouvoir vendre nos produits aux plasturgistes. Au jour d'aujourd'hui, nous devons travailler ensemble sur tous les mécanismes de collecte ou de subvention et nous assurer que la finalité de ces produits collectés vont revenir au secteur formel.
on va parler de collecteurs qui vont être des intermédiaires. Au jour d'aujourd'hui, si on ne met pas les moyens suffisants pour le contrôle, on ne fera que donner plus d'avantages au secteur informel. Merci. Merci. Une précision, c'est Nabil Souaf. Si vous le permettez, depuis tout à l'heure, moi aussi j'étais vraiment fervent à réagir à certains éléments que Mme Hafsa a vraiment exposés. Et là, je voudrais dire un chiffre, je voudrais vous présenter un chiffre. C'est un chiffre qui est parlant, c'est 1 milliard de dirhams dont que la plasturgie a payé jusqu'alors et dont elle ne profite pas. Et c'est 1 milliard de dirhams. À chaque fois, j'ai les coupons de presse, à chaque fois que le ministère de l'Environnement sort sur la presse pour dire que c'est dans le cadre de l'économie circulaire. C'est le premier point. Deuxième point, je voudrais réagir par rapport au problème que vous avez cité, Madame Hafsa, comme quoi que nous avons des problèmes avec la COVAD. Non, nous n'avons pas de problème de la COVAD. J'ai pas dit de problème avec la COVAD. Les soucis. Non, non. J'ai pas dit. Vous n'avez c'est la rien seule dit. femme que nous avons C'est aujourd'hui. moi qui vais dire. Je vais Pas dire. de problème avec la COVAD. On est tous la COVAD. Non, on n'est pas tous la on COVAD. On n'est pas tous la COVAD. Je vais vous dire pourquoi. Parce que lorsqu'on a créé la COVAD, vous n'étiez même pas encore dans la première réunion de la COVAD, l'objectif c'était quoi? C'est avoir une plateforme, avoir un parterre pour pouvoir exposer les différentes problématiques avant de passer à la législation, d'essayer de résoudre les problèmes des différentes filières, mais pas de représenter les filières. À un certain moment, ça a pris de la tournure qui est très, très, très dangereuse. Je vais vous dire, aujourd'hui, on est, en tant que plasturgiste, on est très sensible à cet aspect de recyclage et de valorisation et de gestion de fin de vie du déchet et du plastique. Mais les autres secteurs, moi je vais pas lancer un petit peu ou mettre du feu dans la forêt. Je vais vous dire les autres secteurs. Quand ils sauront ce que la COVAD est en train de faire, en prenant des décisions sur leurs déchets, personne ne peut prévoir leur réaction. Maintenant, je reviens à mon secteur, au secteur de la plasturgie. Au secteur de la plasturgie, il y a des décisions qui se prennent depuis longtemps dans le dos de la profession, avec, je ne vais pas dire un mot méchant pour dire mensonge, mais le premier jour qu'on nous a dit l'écotaxe, c'était l'écotaxe pour faire du recyclage plastique. Par la suite, on a eu un changement d'interlocuteur. Et moi, je peux vous dire, j'ai les écrits, un changement d'interlocuteur au niveau du ministère de l'Industrie. Il a passé l'idée, il nous a convaincus, et il est parti dans un autre département pour prendre une autre mission. Et on a eu un deuxième interlocuteur qui est venu pour dire comment légiférer. Et ce même interlocuteur, il n'a pas continué avec nous. Il est parti lui aussi, et un jour, on était surpris d'avoir et de voir que l'écotaxe, elle va rentrer dans un fonds que seul le ministère de l'Environnement peut déverrouiller. Et à ce moment-là, c'était là où on avait vraiment le grand problème avec le ministère de l'Environnement. À cela s'est ajouté le problème de gouvernance. Il y a même la CGM, on s'est réunis avec la CGM, avec l'ex-ministre, pour lui expliquer que le mode de gouvernance est un mode qui est caduc. Il est impossible. Il va créer énormément de mal, aussi bien pour le secteur de la plasturgie que pour l'administration. Et elle était d'accord de revoir, mais malheureusement, elle n'a pas eu le temps d'appliquer ce qu'elle a dit à l'ancien président de la CGM, qu'elle était déjà partie, qu'elle ne faisait plus partie du gouvernement. Et après, ce qui a créé vraiment la discorde, c'est qu'un jour, on nous a dit qu'il y a 17 centres qui vont être subventionnés. Alors, on nous a dit un chiffre vraiment auquel on ne peut pas rester... Abyssal.
Non, auquel on ne peut pas rester neutre. C'est un chiffre qui est énorme. Combien? Et on a demandé, je vais vous dire. Et on a demandé, en guise d'explication, si on peut savoir comment ce chiffre a été aggloméré. Et finalement, ce qu'on a trouvé, il y a une surestimation du matériel, surestimation d'énormément de composantes, et on a fait la remarque, et on l'a faite par écrit. Et c'est pour cela, et c'est là le discorde entre le ministère de l'Environnement et la profession. L'écosystème dont vous avez parlé, le contrat cadre sur le recyclage plastique, que M. Monsef Chraï et M. Hlou ont refusé de signer, parce que c'est un contrat qui n'a rien à voir avec le cours des réunions qui était fait pour le réaliser. C'était un contrat vraiment parachuté, politique. Pour dire le mot, c'était un contrat politique qui n'avait rien à voir. Mais dans tout ça, je pourrais vous parler, moi, 3 jours comme ça. Merci. Parce que j'ai vécu, mais je ne vais pas vous prendre 3 jours. Moi, je vais vous dire une chose qui est très grave aujourd'hui. Aujourd'hui, on est dans un moment où la plasturgie est vraiment sollicitée pour être un facteur de compétitivité de secteurs mondiaux du Maroc. Le déchet plastique est vraiment le facteur qui peut contribuer, est un levier aujourd'hui, avec l'économie circulaire, est un levier pour la relance post-Covid. D'ailleurs, tout à l'heure, on a eu M. Thierry, les Espagnols, les Italiens. C'est le premier point et mesures qui ont été inscrites pour en faire un levier pour la relance post-Covid du secteur de la plasturgie. Aujourd'hui, au Maroc, on paye pour avoir ce système et on n'arrive pas à l'avoir. Il y a quelque chose qui ne marche pas dans ce système. Maintenant, comment? Parce que, vous savez, il y a les concepts, mais il faut avoir les moyens, ressources humaines, intellectuelles et bien d'autres choses pour suivre tellement de concepts. On parle d'économie circulaire, avant on parlait de développement durable, maintenant on est en train de parler de REP, mais est-ce qu'on a les ressources pour ça? Non. Merci beaucoup, Merci. Dr Nabil Souaf, pour cette rétrospective fort intéressante qui nous permet de cadrer les choses et de mettre les choses dans leur contexte. C'est noté, comme je le dis souvent. 4 heures de direct, on va finir avec le point final. Il n'y a jamais de fin, il y a toujours un début à quelque chose. Je remercie les panélistes de ce 3e panel d'avoir contribué et je pense qu'il y a énormément de choses à faire. Président Hicham Haïd, à vous la parole pour clore, avant que je remercie tous ceux et celles qui ont contribué de loin ou de près à la réussite de ce forum. Merci. Alors, on va un petit peu on va clarifier un peu notre position par rapport au ministère de l'Environnement. C'est que nous faisons partie de la COVAD, mais nous ne partageons pas les valeurs de la COVAD parce que nous estimons qu'il y a des conflits d'intérêts et qu'effectivement, ils prennent des décisions pour nous alors que nous ne sommes pas consultés. C'est ça qu'on marque vraiment notre désaccord sur la tournure que prend les événements. Maintenant, sur le côté législatif, je suis un petit peu rassuré que notre intervenant français nous a dit que la législation a commencé en 2000-2005 et que nous sommes aujourd'hui en 2021 et qu'ils n'ont pas encore trouvé vraiment le modus operandi. Nous avons commencé en 2014 pour la plasturgie et je pense qu'aujourd'hui, on devrait aboutir vers une législation claire. Mais il y a déjà des textes qui disent que pour être recycleur, il faut avoir une autorisation du ministère de l'Environnement. C'est bien ça. Est-ce que le plastique est un déchet dangereux? Non. Donc c'est un matériau fantastique. Fantastique. Alors, la question... s'il n'est pas contaminé par des produits toxiques. Alors, d'accord. Alors, pourquoi quand on est un industriel de la plasturgie, on demande une étude d'impact sur l'environnement, alors qu'un recycleur n'en a pas besoin? Non, il n'y a pas de relation entre le classement des déchets dangereux et non dangereux et la loi qui consiste à un projet. Une fois à un niveau d'investissement, il est assujetti aux études d'impact. Parce que l'étude d'impact, elle étudie l'impact de l'activité.
en général sur l'environnement. Il faut qu'il soit la moindre possible sur l'environnement. Ça n'a rien à voir. Mais l'autorisation, elle est exigée pour tout ce qui est transport, stockage et traitement des déchets dangereux. Et aujourd'hui, y compris le secteur de la plasturgie, elle réclame qu'il y ait également une réglementation sur les déchets non dangereux, à savoir le plastique, pour pouvoir contrôler la traçabilité, autoriser les sociétés et minimiser le secteur informel. Demain, j'importe un produit recyclé d'Europe. Suis assujetti à une demande d'autorisation. Un produit recyclé? Un produit recyclé. Non, plastique, je parle plastique. Nous, on donne les autorisations pour les déchets, pas pour les produits. Quelle différence vous faites? Est-ce qu'il y a une traçabilité ou non? Un produit, c'est pas les attributions du département de l'environnement de contrôler l'importation des produits. Non, je vous parle d'une matière première recyclée. Il est rentré au Maroc sous une nomenclature de produits et pas déchets. On n'intervient que lorsque l'élément ou la matière importée est classée déchet. Mais tant que ces produits de matière première aux produits à utiliser, on n'intervient pas, selon la réglementation. Parfait. Alors le dernier point sur lequel je voudrais aussi attirer le ministère de l'Environnement, c'est qu'à aucun moment donné, le ministère de l'Environnement ne parle de pédagogie et n'introduit dans les programmes scolaires, parce que nous sommes une génération sacrée et on ne sait pas ce que c'est que le recyclage. Il va être difficile pour nous de prendre le train en marche. Mais les nouvelles générations, pourquoi est-ce qu'on n'introduit pas dans le scolaire ce que c'est que recycler d'une façon générale, que ce soit les produits organiques, le plastique, le papier et le métal? Est-ce que, du point de vue du ministère, est-ce qu'il y a une action à ce sujet-là? Alors, il y a beaucoup d'efforts qui sont consentis par notre direction de communication et sensibilisation. Il y a beaucoup de campagnes de sensibilisation. Il y a même des centres de l'environnement au niveau des différentes régions du Royaume et qui ont la charge de sensibiliser sur toute l'activité de recyclage, de réduction, valorisation, recyclage des déchets. Mais avec vous, je dis très bien que ce n'est pas encore assez suffisant. La communication, sensibilisation et éducation sont indispensables, aussi bien pour les producteurs que pour les consommateurs, pour pouvoir justement assurer cette transition vers une économie verte et promouvoir le recyclage des déchets. Bon, alors le mot de la fin, je voudrais remercier un peu tous les intervenants, remercier plus particulièrement Nabil Souaf, même s'il n'est pas là, qui est la cheville ouvrière de cet événement. Tiens, le voilà. Tiens, reviens un peu que je te remercie. Donc c'est lui la cheville ouvrière de cet événement qu'il a mené d'une main de maître. Je voudrais vous remercier, vous, modérateur, pour votre animation. Je voudrais remercier en leur absence Monsieur le ministre, Monsieur le président de la CGM et c'est Alice Derry, les gens de l'AMDIE. Et j'espère que cet événement va poursuivre on va dire, son intérêt pendant la durée jusqu'au 23. Et nous sommes toujours à votre disposition et nous nous inscrivons toujours dans un esprit de conciliation et de partenariat, quelles que soient les parties prenantes de notre secteur. Et encore une fois, merci. Pardon. Je voudrais également remercier la fédération et les informer que le département de l'environnement n'est pas contre les fédérations. On est avec notre réussite. C'est pas s'ils réussissent. Par leur réussite. Et le département n'a aucun intérêt de bloquer l'argent parce que notre performance c'est par le décaissement. On veut décaisser l'argent. Donc on est à leur disposition pour discuter toutes solutions pour débloquer la situation, notamment pour le recyclage des déchets plastiques. Merci beaucoup. À mon tour de vous dire shukran, dankel, gracias, thank you pour ce que vous avez fait, de vous être déplacés ici. Merci à tous les internautes. أيها الحضور الكريم على هذا أودعكم وعلى أمل اللقاء بكم أتمنى وأرجو لكم أسعد وأطيب الأوقات. À la prochaine. Merci beaucoup. Une photo du panel et on finit. Merci.